Bonjour. Je voudrais d'abord remercier Didier Méhu, le directeur de l'Institut, pour l'invitation à présenter une conférence dans le cadre des Midis de l'Institut. C'est un plaisir pour moi de retrouver mon alma mater. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Simon de Samarie, cette figure bien connue du christianisme des premiers siècles, et de l'image qu'en donnent les homélies pseudo-clémentines. Dans les Actes des Apôtres et dans les notices hérésiologiques, Simon de Samarie est présenté comme un magos. Or, dans le monde gréco-romain, personne ne revendique le titre de magos. On est le magos de quelqu'un d'autre. On est accusé d'en être un. Alors, comment le magos de la tradition, les Actes des Apôtres et les notices hérésiologiques, est devenu dans les homélies pseudo-clémentines une figure qui ressemble à un philosophe? Pourquoi une telle transformation? C'est la question que je vais aborder aujourd'hui dans le cadre de cet exposé. Je vais vous proposer, à titre d'hypothèse, pour expliquer cette redéfinition de la figure de Simon, de considérer le contexte des milieux platoniciens des 3e et 4e siècles. Dans ce contexte, il y a d'abord l'évolution de la figure du philosophe, qui se définit de plus en plus par sa proximité avec le divin. Pensons aux vies de saints, aux vies de philosophes qui en témoignent. Il y a aussi dans le contexte la rivalité entre platoniciens, notamment sur la question de la théurgie. Pensons à la discussion entre Porphyre et Jamblique sur le sujet. Il y a enfin dans ce contexte le fond de magie sur lequel se dessine cette évolution et cette rivalité. Un mot tout d'abord sur les pseudo-clémentines, pour ceux parmi vous qui ne seraient pas familiers avec ce texte. Il s'agit d'un apocryphe du 4e siècle, attribué à Clément de Rome, qui nous est parvenu en deux versions, les homélies et les reconnaissances. Un apocryphe qui raconte la double quête d'un certain Clément, quête de sa famille qu'il croit avoir perdue à la suite d'une série de malheurs, quête de la vérité qu'il trouvera quand il aura rencontré l'apôtre Pierre qui le convertira à la doctrine du vrai prophète. Pierre, dans les homélies, est justement engagé dans une lutte à finir contre Simon de Samarie. Cette lutte prend la forme d'une discussion philosophique. Dans cet exposé, je vais donc commencer par présenter le personnage de Simon dans les homélies, comment il est composé, montrer qu'il est à la fois un vrai magicien, ou un magos, comme on dit en grec, et un philosophe de fiction. Je m'expliquerai sur le sens que je donne à cette expression, philosophe de fiction. Deuxièmement, je vais aborder un élément du contexte, la rivalité entre philosophes platoniciens sur fond d'accusation de magie et sur fond de connaissance de la magie. Et troisièmement, j'aborderai un autre élément du contexte, la rivalité entre philosophes platoniciens, mais en lien cette fois-ci avec la proximité qui existe entre la magie et la théurgie. Commençons donc par le personnage de Simon dans les homélies, qui est présenté comme un vrai magos, un magicien, et à la fois un philosophe. Alors, au livre 2, et je fais une remarque à savoir que en désignant Simon comme un magos, un magicien, j'utilise le vocabulaire des sources, des homélies, et nous verrons d'autres sources qui reprennent les mêmes termes. Je m'expliquerai un peu brièvement plus tard sur le sens qu'il faut donner au vocabulaire magos, magia. Donc, le personnage de Simon nous est présenté de cette façon dans les homélies, au livre 2, et ce sont deux anciens disciples de Simon, Aquila et Nicète, qui informe Pierre, l'apôtre Pierre, au sujet de celui qu'il affrontera dans un débat à Césarée. Ce Simon a pour père Antoine et Rachel pour mère. De nationalité samaritaine, il est originaire de Guéton, village à 6 km de la ville de Samarie. Arrivé à Alexandrie, en Égypte, il s'exerça à fond à la culture hellénique et devint un très puissant magicien. Rendu orgueilleux, il veut se faire passer pour une puissance très supérieure même au Dieu qui a créé le monde. Parfois, il va jusqu'à raconter qu'il est le Christ et se donne le titre de celui qui se tient debout. Il use de ce titre pour dire qu'il se tiendra toujours debout, son corps ne pouvant succomber à la corruption. Il déclare aussi que le Dieu qui a créé le monde n'est pas le Dieu suprême. Il ne croit pas que les morts doivent ressusciter. Il renie Jérusalem et lui substitue le mont Garizim. À la place de notre véritable Christ, il se proclame lui-même Christ. Il interprète allégoriquement les préceptes de la loi en fonction de ses opinions préconçues. Bon, il y a des éléments dans le passage que je laisse de côté pour me concentrer sur la composition du personnage. Alors, je note qu'il y a un assemblage d'éléments traditionnels. Par traditionnel, j'entends qui viennent du Nouveau Testament, des hérésiologues comme Justin Martyr, Irénée de Lyon, Hippolyte de Rome, Épiphane de Salamine. Alors, l'origine de Simon, il a pour père Antoine et Rachel, il est originaire de Guéton, ça, ce sont des éléments de la tradition.
il devint un très puissant magicien dans le texte que vous avez sous les yeux. Ça aussi, la présentation de Simon, je l'ai dit au tout début de l'exposé, la présentation de Simon de Samarie en magos, en magicien, c'est aussi un élément qu'on retrouve dans toutes les notices hérésiologiques. Donc, assemblage d'éléments traditionnels d'une part, et d'autre part d'éléments fictifs. Alors, arrivé à Alexandrie, il s'exerça à fond à la culture hellénique, ça, c'est de la fiction. Donc, le personnage est donc composé de ces deux aspects. Commençons par un des éléments traditionnels, le fait que Simon soit présenté comme un magos, un magicien. Il n'y a pas de doute, dans les homélies, Simon de Samarie est un vrai magos, un magicien. Mais il est un magicien qui veut se faire passer pour autre chose. Il veut se faire passer pour un dieu ou une puissance divine ou euh, un être qui a, disons, une communion particulière avec le divin qui lui donne un certain pouvoir. Le témoignage d'Aquila, donc un des deux jumeaux et frère de Clément par ailleurs, mais ancien disciple de Simon, précise qu'il se fait justement passer pour une puissance divine. Il les trompe, je lis le texte, surtout par les, et ce sont les gens qui croient en lui, évidemment. Il les trompe surtout par les nombreux et les étonnants prodiges qu'il accomplit, de sorte que si nous n'avions pas su qu'il les faisait par magie, nous eussions été trompés nous-mêmes. Son frère Nicète donne un témoignage semblable, mais quand il disait pour tromper les hommes pieux que ce qu'il faisait par magie était dû à sa nature divine, nous ne pouvions plus le supporter malgré toutes ses promesses. Alors, d'un côté, Simon est perçu ou se présente à la foule, aux gens de l'extérieur, comme quelqu'un qui a une puissance divine, mais vu de l'intérieur, disons, vu par ses anciens disciples qui savent comment ça fonctionne, il est un magos. Il utilise donc son art de magicien pour se donner des airs de puissance divine. Évidemment, c'est le point de vue des personnages d'Aquila et de Nicète. Alors, il est un magicien d'un tel pouvoir, d'une telle virtuosité, qu'il est capable d'un prodige inquiétant et impressionnant, qui comprend un meurtre rituel, le meurtre d'un enfant, de la nécromancie et la fabrication d'un être humain. Il commença, et ce sont toujours les mêmes personnages qui nous donnent les informations, il commença par à se souiller par un meurtre. Alors qu'il était encore comme un ami pour des amis, il nous a lui-même révélé avoir séparé l'âme du corps d'un petit enfant par de secrètes adjurations, afin qu'elle l'assiste pour faire apparaître ce que bon lui semblerait. De cet enfant, il a dessiné une image qu'il a suspendue au fond de sa maison, là où il dort. Il affirme avoir un jour formé cet enfant à partir de l'air par des transformations d'origine divine, puis l'avoir de nouveau rendu à l'air après avoir peint son portrait. Bon, ça aussi, c'est un texte qui est riche, qui pose des problèmes d'interprétation. Je n'aborde pas tous les détails du texte. Je reviendrai sur cette opération magique, parce que c'en est une, qui est censée prouver aux yeux des jumeaux Aquila et Nicète que Simon est bel et bien un magos. Donc, je reviendrai vers la fin de l'exposé sur ce passage et sur le sens que je donne à ce texte dans le cadre de mon analyse ici. En attendant, je me contente de dire que l'entourage de Pierre, donc, l'accuse d'être un magos, alors que lui prétend détenir une puissance, lui étant Simon, une puissance qui lui vient de sa proximité avec le divin. Donc, d'une part, un vrai magos, d'autre part, il est un philosophe. Je dis de fiction parce que c'est l'invention des homélies, de donner à Simon, si l'on veut, une couleur philosophique, une apparence. Alors, selon moi, cette couleur philosophique, elle est composée de trois éléments. D'abord, une éducation. On donne à Simon une éducation. On lui attribue un certain platonisme, fait de dualisme et d'allégorisme. Et troisième élément de cette couleur philosophique, une dialectique. Alors, je commence par l'éducation de Simon. Simon est un pépaideoumenos. Vous êtes peut-être familier avec le terme qui désigne quelqu'un qui est le résultat de la paideia. C'est le terme grec que l'on traduit habituellement par éducation. Donc, c'est quelqu'un qui a suivi le cursus, qui est éduqué, autrement dit. Et c'est le petit passage que nous avons lu tout à l'heure qui nous l'apprend. Arrivé à Alexandrie, il s'exerça à fond à la culture hellénique. Hellénique paideia, panu exas kessas, pardon, et auton. Donc,
Qu'est-ce que ça signifie de faire de Simon un être éduqué? Ben, d'abord, pour participer à une discussion philosophique, il est utile de maîtriser la rhétorique, la dialectique, d'avoir fait des études, d'être un pépaï déouménos. Or, être un pépaï déouménos, ça veut dire qu'on appartient à une élite, une toute petite élite, hellénisée, cultivée, qui font de celui qui a réussi le parcours, qui a atteint le but, qui en font un grec. Donc, Simon le Samaritain devient un grec ici. C'est vraiment une dimension nouvelle que l'on donne au personnage. Et le fait de l'envoyer à Alexandrie faire ses études, donc un haut lieu de culture, a aussi une certaine importance. Deuxième élément de cette couleur philosophique du personnage de Simon dans les homélies pseudo-clémentines, un certain platonisme. Je dis un certain. Quand il déclare que le Dieu qui a créé le monde n'est pas le Dieu suprême, Simon soutient une thèse dualiste. Bon, c'est une thèse que l'on pourrait et que certains ont rapprochée du gnosticisme ou du marcionisme, mais que l'on pourrait aussi, c'est ce que je fais, rattacher à une certaine forme de dualisme platonicien, qui fait du divin un principe radicalement séparé de la matière. Jonathan Barnes, dans un article consacré à la philosophie dans les pseudo-clémentines, qualifie cette thèse précisément de platonisme implicite. Le deuxième aspect de ce platonisme, c'est l'allégorisme. Simon pratique l'interprétation allégorique de la loi, c'est-à-dire de la Bible. C'est un extrait du passage que nous avons lu au début. Mais il fait la même chose pour les mythes grecs, apprend-on dans un autre passage. Il trompe bien des gens en pratiquant avec persuasion, Pitanos allégoron, l'allégorie pour faire de pareilles constructions avec les mythes grecs. Les pareilles constructions, ça renvoie au personnage d'Hélène, la compagne de Simon, qu'il présentait à la foule comme un être divin, tout comme lui, et qu'il présentait aussi comme la figure d'Hélène, Hélène de Troie, Hélène de Sparte, de la mythologie grecque. Et comment il pouvait la présenter de cette façon, c'est par l'allégorie. Nous n'avons pas le détail, mais c'est ce que nous dit le texte. Alors, il se trouve que l'interprétation allégorique des textes anciens, c'est une pratique que l'on trouve dans les milieux platoniciens, justement, des 3e, 4e siècles. Porphyre, le philosophe Porphyre, dans un petit texte qui s'intitule L'antre des nymphes, en donne un bon exemple où nous avons une interprétation allégorique d'un passage de l'Odyssée au chant 13, à partir du vers 102. Et dans ce passage, il est question d'une grotte ou d'un antre des nymphes. Il est évident, dit Porphyre au début du texte, que le poète fait là une allégorie et que ces vers ont un sens mystérieux. Voilà pour le platonisme. Troisième élément de la couleur philosophique de Simon, la dialectique. Simon est présenté comme un habile dialecticien. Alors, je l'ai dit, dans les homélies, l'affrontement entre Pierre et Simon prend la forme d'une discussion, diétésis logon, c'est le terme utilisé, qui se déroule d'abord à Césarée et ensuite à Laodicée. Dans la discussion de Laodicée, la décision est prise de placer le débat sous l'autorité de Faustus, qui est le père de Clément. À ce stade du récit, Faustus n'est toujours pas converti à la doctrine du vrai prophète et il est, comme son fils, un pépaï déouménos. Alors, on lui confie la charge de veiller au bon déroulement du débat, en conformité au principe qu'enseigne la Paideia. C'est lui qui s'exprime dans le passage que vous avez à l'écran maintenant. Comme l'éducation grecque m'a appris, ex Hellenikes Paideias, m'a appris comment doivent procéder les acteurs d'un débat, je vais le rappeler. Que chacun d'entre vous expose sa propre opinion et que chaque discours soit adressé à l'autre. Ça suppose que à la fois Pierre et Simon sont rompus à l'art de la discussion, n'est-ce pas? Qu'ils savent faire ce que les philosophes habituellement peuvent faire. Évidemment, dans la logique du récit des pseudo-clémentines, c'est Pierre qui domine le débat d'un bout à l'autre et qui remporte à la fin la victoire. Mais n'empêche que Simon est présenté comme un redoutable adversaire qui lui livre une chaude lutte. Dans les reconnaissances, dans un passage qui n'a pas de parallèle dans les homélies, au sujet de la discussion qui a lieu à Césarée, Nicète, un des deux jumeaux, des frères de Clément, met en garde Pierre contre le pouvoir, justement, l'habileté de Simon. Je te prie, Pierre, mon maître, de m'écouter. Je suis très inquiet pour toi et j'ai peur que dans le débat qui t'oppose à Simon, tu me paraisses avoir le dessous. Simon lui-même est un orateur très efficace, dit Nicète, rompu à l'art de la dialectique. Vehementissimus est orator. Alors,
C'est ce qu'il faut pour avoir un philosophe de fiction, donc l'éducation, un platonisme de surface et une maîtrise de la dialectique. Maintenant, pour quelle raison Simon de Samarie, qui conserve dans les homélies ses qualités de magos, de magicien, est-il redéfini dans les homélies en pépaideoumenos, en grec, éduqué, et en philosophe? En raison, selon moi, du contexte des milieux platoniciens des 13e et 14e siècles, comme je l'ai évoqué au début de la conférence, et de la rivalité. Alors, l'évolution de la figure du philosophe fait en sorte qu'un philosophe comme Plotin met l'accent sur le but de la philosophie défini par Platon comme l'assimilation au divin, homoiosis toteo, c'est-à-dire devenir comme un dieu. Pour atteindre ce but de la philosophie, Plotin a choisi la voie lente, rationnelle de la contemplation. Mais certains, des rivaux, ont plutôt choisi la voie rapide ou différente, en tout cas, qu'offrent certaines pratiques rituelles. Plotin, selon Porphyre, son disciple et son biographe, n'a besoin d'aucun rituel pour atteindre le divin. Il ne fréquente pas les sanctuaires, mais il semble néanmoins connaître les procédés de ses rivaux praticiens de certains rituels. En tout cas, il sait en reconnaître les actions et les effets de ces actions. Dans un passage de la vie de Plotin de Porphyre, il est fait état donc de cette rivalité entre philosophes platoniciens qui se joue sur un fond d'accusation de magie, de connaissance de la magie. Alors, voyez plutôt. L'un de ceux qui voulait passer pour philosophe, Olympius d'Alexandrie, qui fut un temps élève d'Ammonius, eut à l'égard de Plotin une attitude méprisante parce qu'il ambitionnait la première place. Il en vient même à l'attaquer, si vivement qu'il entreprit de précipiter sur lui par des pratiques magiques l'influence des astres. Astrobolesai auton mageusas. Sentant que l'entreprise se retournait contre lui-même, il dit à ses familiers que si grande était la puissance de l'âme de Plotin qu'il pouvait détourner les attaques dirigées contre lui sur ceux qui entreprenaient de lui faire du mal. Plotin, cependant, ressentait l'agression d'Olympius, disant qu'à ce moment-là, son corps était contracté comme la bourse que l'on resserre. Olympius, après avoir risqué plusieurs fois de subir lui-même quelques dommages plutôt que de le faire subir à Plotin, renonça. Alors, qu'est-ce que nous dit ce texte? Nous avons deux philosophes, platoniciens, on peut supposer, dans le cas d'Olympius, qui sont en rivalité, et l'un d'eux utilise des procédés qui relèvent de la mageia. L'autre, Plotin, qui est l'objet de l'attaque, riposte ou neutralise cette opération magique. Alors, autrement dit, nous avons des philosophes qui connaissent, qui connaissent certains procédés, certaines, je n'oserais pas dire le mot truc, mais je viens d'utiliser, mais enfin, qui connaissent un peu la magie. Dans le cas de Plotin, on peut supposer qu'il avait en tout cas une curiosité, une familiarité et peut-être même une certaine connaissance, justement, comme le suggère ce texte. Il savait reconnaître, autrement dit, le procédé utilisé et il avait tout de suite la riposte, la parade euh, pour inverser l'opération. Alors, Plotin avait une théorie sur la Mageia, sur la Goetheia. C'est ce que nous apprend un passage des Énéades au chant 4, qu'est-ce que je raconte? Au livre 4. Alors, quelle influence la magie et les filtres ont-ils sur le sage? Demande Plotin. Il ne subit pas en son âme l'influence de la magie. Si les incantations influent sur son âme irrationnelle, il se délivrera de leur puissance par les incantations contraires. Donc, il y a bel et bien une connaissance de la Mageia qui est implicite dans le passage de la vie de Plotin et dans les Énéades. Alors, passons du contexte platonicien au texte et retournons aux homélies, où Pierre est accusé d'être un magos. Dans les homélies, il va de soi, et je l'ai établi dès le départ, que Simon est présenté comme un magos. En fait, il est accusé de ne pas être ce qu'il prétend, de ne pas être un être divin, mais il est plutôt un magos. Simon, à son tour, accuse Pierre de faire la même chose. Et en fait, bon, il le fait en l'absence de Pierre devant la foule pour influencer le jugement de la foule. Et c'est ce qui est rapporté dans le passage que vous avez à l'écran. C'est Zachée, un des disciples de Pierre, qui rapporte les propos de Simon à Pierre. Il t'accuse, dit-il, Pierre, d'avoir un grand pouvoir magique, mageia pollut d'une amenon. Et il raconte à la foule comment
il en est venu à avoir cette conviction que Simon est un magos. Je suis conscient d'un fait, dit Simon, des arguments que je médite en moi-même. Je ne me rappelle pas un seul mot quand je viens débattre avec lui. Pendant qu'il parle et que moi, je m'applique à me remémorer ce que j'avais compté lui dire une fois arrivé auprès de lui, je n'entends absolument rien de ce qu'il dit. Or, je n'éprouve cela avec personne d'autre, mais seulement avec lui. Ne suis-je donc pas sous l'influence de sa magie? Je mentionne un cas semblable qui est arrivé à Libanios, le sophiste d'Antioche, dans son autobiographie au chapitre 50. Donc, Libanios fait état d'une accusation semblable d'un adversaire qui avait des pertes de mémoire en présence de Libanios et il mettait ça sur le compte de la pratique magique de Libanios. On peut aussi comprendre la représentation de Simon, le magos de la tradition, qui devient un philosophos dans les homélies. On peut comprendre aussi cette représentation en rapport avec la rivalité entre platoniciens, toujours, mais sur la question de la théurgie. Cette rivalité entre platoniciens sur la théurgie s'exprime sur un fond de magie, parce que les rites de la théurgie ressemblent parfois aux rites de la magie. Je ne prendrai pas le temps de définir les deux termes, pas de manière complète en tout cas, parce que vous êtes probablement au courant que c'est une question délicate, compliquée, controversée. Je renvoie en tout cas aux travaux récents de Radcliffe Edmonds, Drawing Down the Moon, Magic in the Ancient Greco-Roman World, David Frankfurter, Guide to the Study of Ancient Magic, le chapitre de Frankfurter lui-même sur la recherche et l'évolution de la recherche sur la définition de la magie, Ancient Magic in a New Key. Le chapitre signé par Siraj Dunstan, Magic and Theurgy, sur la définition et la proximité entre magie et théurgie, et sur la théurgie elle-même, l'excellent ouvrage d'Ilanka Tanasianu de Blair, Theurgy in Late Antiquity, The Invention of a Ritual Tradition. Bon, je ne vais pas définir dans le détail, mais ce qui est certain, c'est que ce qu'on appelle mageia en grec, ce sont les termes utilisés dans les homélies, chez Porphyre dans la vie de Plotin et ailleurs dans les sources, la magie et la théurgie, dont je vais parler un peu plus, ont en commun d'être des rituels, d'être des pratiques rituelles. Dans le cas de la magie, ça suppose une forme il y a un savoir-faire, c'est une technique, comme on dit en grec, il faut apprendre le métier, ni plus ni moins. Dans le cas de la théurgie, c'est autre chose, c'est une espèce de, si on veut, de pratique qui s'ajoute à l'étude même de la philosophie. Donc, il s'agit de rituels. Frankfurter définit la magie comme étant une expertise rituelle. Donc, ce sont des rites, des rituels qui sont jugés efficaces par ceux qui les pratiquent et efficaces parce qu'ils ont une prise sur le divin. La théurgie, ça peut être défini aussi comme une action que nous avons sur les dieux. Dans le cas de la théurgie, ce qui fait un peu la différence, c'est la communion avec le divin. Le but de la théurgie, c'est d'avoir une communion avec le divin. Bon, quoi qu'il en soit, de la définition et de ses problèmes, il y a effectivement une certaine proximité, une similitude entre l'art du magos et celui du théurgos, du moins aux yeux de ceux qui s'opposent à la théurgie. Je reviens à ce contexte d'utilisation des termes dans les sources. Nous sommes dans un contexte de rivalité, de polémique. Donc, même si on ne définissait pas magos, on sait que des gens s'accusent de l'être. Alors, il y a cette rivalité que l'on voit, par exemple, à Pergame, à l'école d'Aidésios, qui était un disciple de Jamblique, et c'est rapporté par une nappe de Sardes dans ses vies de philosophes. Donc, à Pergame, à l'école d'Aidésios, disciple de Jamblique, deux des disciples d'Aidésios lui-même, Chrysanthe de Sardes et Eusèbe de Mende, enseignent à tour de rôle, nous apprend une nappe, à celui qui sera l'empereur Julien, qui est à Pergame pour faire des études de philosophie, justement. Or, la rivalité au sujet de la théurgie s'exprime clairement dans ce cas-ci. Vous avez Chrysanthe de Sardes, qui, comme Maxime d'Éphèse, un autre disciple d'Aidésios, et futur maître à penser de Julien d'ailleurs, donc Chrysanthe est un adepte de la théurgie. De l'autre côté, vous avez Eusèbe de Mende, qui enseigne au contraire au jeune Julien la voie de la contemplation, comme Plotin, et la purification par la raison. Eusèbe, à la fin de chaque leçon, met régulièrement en garde Julien contre les pratiques de ses rivaux,
Maxime d'Éphèse, Chrysanthe de Sardes. Eunape nous dit donc, Eusèbe, après son exposé, ajoutait que ces objets de son discours étaient les réalités véritables, tandis que les tours de sorcellerie, qui trompent et mystifient la sensation, sont des pratiques de charlatans. Alors, il y va quand même assez rudement. Donc, c'est ce que font ses adversaires, j'ose pas dire ses collègues, c'est de la sorcellerie, goétéia, de la magie, de la mystification. Dans le même passage, il traite Maxime d'Éphèse de prestidigitateur digne de théâtre. Pour ceux qui connaissent la suite et l'histoire de Julien, on sait très bien que ces mises en garde d'Eusèbe s'avéreront vaines parce que Julien, au contraire, va embrasser la pratique théurgique avec beaucoup d'enthousiasme et il fera de Maxime d'Éphèse son maître à penser. Donc, il y a une proximité, du moins du point de vue de ceux qui s'opposent à la théurgie, une proximité entre magie et théurgie. Un des aspects de cette pratique théurgique qui pose problème est la question des apparitions et des visions. Le théurge possède en effet l'art, la science, pour faire en sorte que des êtres divins de différents rangs se manifestent au cours d'un rituel et communiquent avec les participants. Eunape de Sardes fait état d'un tel rituel dans son ouvrage que je viens de citer, Vie de philosophe, au sujet de Maxime d'Éphèse, justement, un des grands théurges. Maxime d'Éphèse, selon Eusèbe de Maine, qui a fini par expliquer à Julien pourquoi à la fin de chaque leçon, il lui servait une mise en garde, lui a dit, je vais t'expliquer pourquoi il faut se tenir loin de la théurgie, et il va donner un exemple qui, selon lui, devait suffire à dissuader Julien de pratiquer la théurgie. Il lui raconte une invitation qu'il avait reçue de Maxime d'Éphèse à participer à un rituel. Donc, lui, Eusèbe de Maine et d'autres philosophes sont invités à un temple des quatre, et Maxime d'Éphèse leur dit, vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. Alors, le texte dit, ayant dit cela, c'est Maxime, et alors que tous, et c'est Eusèbe qui parle, alors que tous nous étions assis, il fit brûler un grain d'encens, et tout en récitant jusqu'à la fin pour lui-même, je ne sais quel hymne, ça c'est le rituel, il se lança dans une telle exhibition qu'au début, la statue de la déesse souriait, et qu'ensuite, ce qui apparaissait était un rire. Alors, il faut comprendre qu'ici, c'est Eusèbe de même qui veut mettre en garde Julien contre la théologie. Il lui fait donc un récit un peu, disons, déformé, caricatural, ironique, parce que, et pour lui, c'est du théâtre. N'empêche qu'ici, on a des éléments qui permettent de décrire un rituel de théurgie. Mais bon, le point de vue est celui d'un adversaire de la théurgie, évidemment. Et il semblerait que dans ce rituel qui comprend la manifestation d'une divinité, il y ait eu l'animation de statues, donc des moyens mécaniques, manipulation, peu importe, euh, qui peut-être expriment une manifestation symbolique de la divinité. Quoi qu'il en soit, le théurge a ce pouvoir de faire apparaître les divinités, mais d'autres praticiens l'avaient aussi. C'est ce que nous apprend un autre passage de la vie de Plotin de Porphyre, où Plotin, dans le temple d'Isis, est invité par un prêtre égyptien à un certain rituel. Un prêtre égyptien qui venu à Rome lui avait été présenté par un ami et voulait donner une démonstration de son savoir. Ce prêtre demanda à Plotin de venir voir l'évocation du démon familier, son compagnon. Un mot d'explication. Alors, ces praticiens, ces experts en rituel qu'on appelle parfois des magiciens, des magoïs, bon, ici, on a un lien avec l'Égypte, patrie de la magie, sans doute, un prêtre égyptien. Ici, il n'est pas appelé Magos, c'est un prêtre. Quoi qu'il en soit, ils avaient l'habitude d'avoir l'aide d'un assistant pour pratiquer le rituel, un assistant qui, la plupart du temps, était soit un daimon ou un dieu d'un rang inférieur. Et ici, le prêtre pense que Plotin procède de la même façon, parce qu'il est sage, qu'il a quelque chose de divin. Il doit lui aussi avoir un compagnon, un daimon, oikeios, quelqu'un qui l'accompagne, qui l'aide, un assistant. Alors, il est curieux, il dit à Plotin, je vais vous montrer à quoi ressemble votre compagnon. Bon, Plotin accepte, on a parlé de sa curiosité pour la Magaïa, alors il accepte l'invitation. L'évocation a lieu dans l'Icéon, c'était là le seul endroit pur que l'Égyptien disait avoir trouvé dans Rome. Le rituel commence. Cependant, appelé à se manifester, le démon vint. C'était un dieu. Il n'était pas de la classe des démons. Ce qui fit dire à l'Égyptien, bienheureux es-tu, toi dont le démon est un dieu et dont le compagnon n'appartient pas à la classe inférieure. Le but de cette anecdote, c'est de montrer que
Plotin peut, dans le fond, Plotin n'a pas besoin d'avoir un daimon. Lui, il est en présence d'un théos continuellement. N'empêche que ici, on a la description d'un rituel qui comprend l'apparition. Alors, ils ont vu quelque chose parce que c'est lorsque la manifestation a lieu que l'Égyptien dit ah ben tiens, c'est pas un daimon, c'est un théos. Donc, ils ont eu une apparition, une vision. Quoi qu'il en soit, ce que j'aimerais dire sur ce passage, c'est qu'il y a un terme technique qui est utilisé ici pour décrire la manifestation. Cletenta es autopsian. Donc, le mot autopsia, c'est un terme technique. Selon Andrei Timotin, dans son ouvrage La démonologie platonicienne, c'est un terme technique utilisé pour désigner des visions, voilà, excusez-moi, oui, des visions et des dieux et daimonettes. Excusez-moi, j'avais juste une difficulté à repérer le passage. Donc, un terme technique qui est utilisé ici dans l'épisode du temple d'Isis, dans un registre qui appartient à la Mageia, selon Ilinka Tanasianu de Blair. Alors, selon Tanasianu de Blair, ce passage, cet épisode plutôt, présente des parallèles, des points communs avec les papyri grecs magiques, où il est question aussi d'autopsia, donc de vision face à face avec un daimon. Donc, elle dit dans le passage que vous avez à l'écran que c'est aussi le but d'un certain nombre d'évocations dans les papyri grecs magiques. Alors, clairement, pour Tanasianu de Blair, l'épisode de Plotin et dans le temple d'Isis, ça se situe dans le registre du Magos et de la Mageia. Il faut noter tout de même que Jamblique, dans le De Mysteriis, qui se veut une réponse à Porphyre, qui laissait entendre que parfois la théurgie, ça ressemblait à d'autres formes de pratiques rituelles. Donc, Jamblique, dans le De Mysteriis, c'est le nom habituel ou conventionnel du traité, utilise le même terme, autopsia, pour parler des manifestations divines. Eh bien, dans les visions face à face avec les dieux. Donc, tais tonteon autopsiais. Alors, le même terme, autrement dit, autopsia, pourrait, semble-t-il, appartenir au registre de la Mageia comme au registre de la Théurgia. Il y a donc une ambivalence, une ambiguïté, une proximité ou une confusion. C'est soit l'art du Magos, soit l'art du philosophos de l'école de Jamblique. Alors, je vais revenir, je vais passer à nouveau du contexte au texte et revenir aux homélies, mais alors imaginons une discussion entre deux philosophes. Un philosophe qui doute de la nécessité ou de l'utilité des visions discute avec un autre philosophe qui, lui, considère au contraire que la communication avec le divin doit passer par de telles manifestations. Donc, ces deux philosophes qui sont en discussion, ça pourrait être évidemment Porphyre et Jamblique qui discutent du sujet dans le De Mysteriis. Ça pourrait aussi être, selon moi, la discussion entre Pierre et Simon sur les apparitions et les visions au livre 17 des Homélies. Donc, du contexte au texte, la question sous-jacente dans ce passage des Homélies, c'est la suivante. La connaissance du divin nécessite-t-elle une intervention ou une manifestation divine? Pierre à Simon, tu vas avancer en effet qu'on peut comprendre ce qu'on apprend par une apparition bien mieux que par une présence évidente. Opposition entre apparition, paroptasias, et la présence évidente, parates enargeias. C'est une question qui rappelle celle dont débattent Porphyre et Jamblique dans le De Mysteriis, une question là aussi qui est sous-jacente. La théurgie est-elle indispensable ou utile pour parvenir à l'union avec le divin? Réponse de Porphyre, évidemment non. Réponse de Jamblique, eh bien, Jamblique, il définit la théurgie de la manière suivante. Rappelons que c'est une définition qui s'inscrit dans un contexte polémique. Jamblique répond aux allégations de Porphyre. Ce n'est pas la pensée, comme le croirait justement Porphyre, qui unit les théurges aux dieux. Sinon, qu'est-ce qui empêcherait ceux qui pratiquent la philosophie de façon spéculative d'obtenir l'union théurgique avec les dieux? C'est la célébration des actes qui sont indicibles et accomplis religieusement au-delà de toute intellection, et aussi le pouvoir des symboles inexprimables, compris seulement des dieux qui procurent l'union théurgique. Bon, alors, du contexte au texte, dans les homélies, évidemment, il n'est pas question de théurgie. Les termes théurgos, théurgia ne sont pas utilisés dans les homélies.
Ça va de soi. La vraisemblance du récit des homélies exige que l'on reste dans le registre de la Mageia. Simon de Samarie, dans la tradition, est un magos. L'action des homélies se déroule au 1er siècle de notre ère, non pas au 4e siècle ni au 3e. Donc, il faut que le personnage de Simon reste, disons, vraisemblable, corresponde à ce que l'on sait de lui. Tout de même, Pierre et Porphyre soulèvent une même objection, posent la même question, en fait, au sujet de l'identité, de l'être supérieur qui se manifeste dans une apparition. Pierre exprime son objection ou sa question dans les termes suivants. Celui qui croit à une apparition ou à une vision ou à un rêve est sujet à l'erreur car il ne sait pas en qui il croit. Ce peut être en effet un mauvais démon, un esprit trompeur qui par son discours feint d'être ce qu'il n'est pas. Porphyre pose une question semblable à Jamblique. Tu demandes en effet, ça c'est Jamblique, quel est le moyen, question de Porphyre, quel est le moyen de reconnaître la présence d'un dieu ou d'un ange ou d'un archange ou d'un démon ou de quelque archonte ou d'une âme? Notez que Porphyre, ni Pierre d'ailleurs dans les homélies, ne remet en cause l'existence des apparitions, leur réalité. C'est plutôt la nécessité d'y avoir recours qui est remise en question. C'est l'utilité des apparitions, des visions, peu importe comment on les appelle, qui fait problème. En tout cas, pour Pierre, la connaissance du divin, la révélation, se fait dans la pensée. Elle passe par la pensée, sans apparition. Pierre dit donc, le fait d'avoir des visions, des rêves, des apparitions n'indique pas nécessairement qu'on est en règle avec le divin, qu'on est pieux. Car chez l'homme pieux, je serais tenté de dire chez le sage, chez le philosophe, le vrai jaillit dans l'intelligence qui est innée, toute pure. Il n'est pas poursuivi dans un songe, mais donné par la réflexion au bon. Et Pierre donne l'exemple de sa célèbre déclaration, tu es le fils de Dieu vivant, le fils du Dieu vivant, pardon. Une pensée qui lui est venue spontanément, qui est montée à son cœur. Et Pierre précise, dès ce moment, le moment où il a dit tu es le fils du Dieu vivant, j'ai appris, dit Pierre, que la révélation, c'est apprendre sans enseignement, sans apparition, ni songe. Car toute la vérité est présente dans la pensée qui a été placée en nous à l'état de germe de la part de Dieu. Donc, cette distinction que les homélies établissent entre la connaissance directe du divin, présente dans la pensée, et la connaissance indirecte du divin qui passe par des apparitions, doit se comprendre, selon moi, à la lumière de l'opposition entre contemplation et rituel, ou pour parler grec, théoria et théurgia, opposition qui marque l'évolution du platonisme, comme je l'ai déjà indiqué, de Plotin à Proclus. C'est une opposition qui prend la forme d'une rivalité entre platoniciens, ça aussi je l'ai souligné, mais une rivalité qui prend parfois la forme d'une accusation de magie. Et là, je veux revenir au passage du début, dans lequel les jumeaux Aquila et Nicète démontrent par leur témoignage que Simon est bel et bien un magos. Il accuse, autrement dit, de ne pas être ce qu'il prétend et d'être, au contraire, un magicien. Et on se rappelle que ce témoignage culmine avec le récit d'un infanticide, d'un meurtre d'enfants, d'une nécromancie et tout le reste. Alors, selon la logique du récit, dans ce passage, il s'agit clairement d'une opération de Mageia, qui constitue la preuve que Simon n'a rien d'une puissance divine. Et sur la base de mon hypothèse, voulant que la composition du personnage de Simon soit en lien avec la rivalité entre platoniciens sur la question de la théurgie, je me demande si ce rituel ne serait pas une allusion à un rite théurgique en relation avec les apparitions, les divinations dont il est question chez Jamblique dans le De Mysteriis. Autrement dit, nous aurions affaire, dans cette description, à une accusation de magie contre un philosophe. Un rituel théurgique, disons, avec ses symboles, ses sacrifices, ses incantations et tout le reste, deviendrait dans le regard d'un adversaire, d'un rival, pour des raisons polémiques, un acte de mageia, de goetheia. Il y aurait meurtre, il y aurait nécromancie. Dans un contexte polémique, il n'est pas rare qu'un argumentaire dérape un peu, fasse usage de déformation, de distorsion de la réalité et que l'on ait droit à une sorte de caricature.
Après tout, un théurge, comme l'empereur Julien, a été justement accusé de sorcellerie, de nécromancie, après sa mort cependant, par Grégoire de Nazianze et d'autres, alors qu'il accomplissait probablement tout simplement des rites théurgiques qui, ouais, peut-être utilisaient des symboles, des trucs un peu mystérieux, des hymnes, des sacrifices. Le sophiste Libanios d'Antioche a été lui aussi accusé non pas seulement de magie, mais de nécromancie par un rival. Il aurait tué 2 jeunes femmes, il aurait gardé les têtes, il s'en servait comme ça pour faire de la goétéia. Des théurges comme Maxime d'Éphèse, Sopatros de Chalkis, selon une de Sardes, ont été aussi accusés, alors qu'ils faisaient de la théurgie, d'avoir usé de magie contre l'empereur, contre la population de Constantinople. Ils ont été arrêtés, exécutés. Il est temps de conclure. Alors, j'ai essayé de montrer très brièvement, avec quelques raccourcis, que dans les homélies pseudo-clémentines, Simon de Samarie, dit le magicien, est présenté comme un philosophe engagé dans une discussion avec Pierre, qui est lui aussi présenté comme un philosophe. Le contexte de cette représentation, la rivalité entre philosophes platoniciens sur l'union avec le divin, Plotin, Jamblique. Rivalité qui se joue sur un fond de magie en raison de la similitude entre rite théurgique et rite magique, Porphyre et Jamblique. Pour schématiser, c'est plus pratique pour conclure si on schématise. Dans un sens, on pourrait rapprocher la figure de Pierre d'un philosophe comme Plotin, Porphyre. Sa proximité avec le divin, elle passe par la contemplation, par la pensée. Donc, d'une part, Pierre, Plotin, Porphyre. De l'autre, la figure de Simon, on pourrait la rapprocher de philosophes qui appartiennent à l'école de Jamblique, Jamblique lui-même d'abord, Maxime d'Éphèse, pour qui la proximité avec le divin suppose des rituels. Alors, pour schématiser encore plus et pour terminer en utilisant les mots que l'on trouve dans les textes grecs que j'ai brièvement analysés aujourd'hui, mais alors là, vraiment pour schématiser et pour répondre à la question du titre de cette communication, Simon de Samarie, magicien ou philosophe, je dirais donc que Simon, dans les homélies, est accusé d'être un magos. Il a, c'est de la fiction, mais il a la formation et la forme d'un philosophos. Il ressemble à un théurgos. Or, le théurgos est un philosophos qui passe parfois pour un magos. Le Simon des homélies est bien un philosophe, quod erat demonstrandum. Évidemment, toute la question du contexte des homélies et comment ils s'articulent avec le texte n'a pas été abordée et pourrait faire l'objet d'une autre présentation, mais donc je préfère en rester là dans le cadre de cette communication. Je vous remercie pour votre attention.